Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette première, pour un nouveau concept. Bonsoir à ceux qui sont déjà présents dans le chat, je vois Red Biscuit et Romano, ravi de vous retrouver. On est de retour, salut à Paul Bismuth aussi. Il manque le stade de Montevideo qui donne sur la baie dans le jingle, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, il en manque beaucoup de stades. Peut-être qu'un de ces quatre, on fera un petit spécial sur les stades. Sur les photos de stade. À un moment, je le faisais sur X et il faudrait que je recommence à le faire. Bon, bref, bonsoir à toutes et à tous. Je le disais, ravi de vous retrouver pour ce nouveau concept qui va, vous l'avez compris, je pense, prendre la place de Feu 9-10. Qui avant démarrait les lundis à 21 h et durait jusqu'à pas d'heure, tout simplement. Là, cette fois-ci, on va se recentrer, on va recentrer sur les Amériques le lundi. Les Amériques, donc on va aller du nord au sud, au centre, voilà, tout le continent américain, tout ce qui va se passer de l'autre côté de l'Atlantique, on va focaliser là-dessus, avec donc forcément des news, des dossiers, et comme d'habitude, il y aura quand même le retour des Golasso Hello. Alors les Golasso Hello, pour le coup, seront aussi thématiques, ils ne seront forcément que inscrits aux Amériques ce lundi. Il y aura peut-être à l'avenir la version asiatique qui viendra, elle est toujours dans un coin de ma tête. Il faut que je vois avec mes asiatiques parce que autant je peux gérer les Amériques à peu près tout seul, autant l'Asie, j'ai quand même besoin de mes gars. Est-ce que ça va permettre à Pierre Gerbeau de parler? Probablement. Probablement, Red. Probablement. Bref, voilà. En gros, le principe de l'émission, on va passer 1 heure max. Vraiment, pour le coup, j'y tiens. Là, en plus, ce soir, je suis tout seul, donc ça devrait être tranquille. Je devrais arriver à tenir mon temps. Je sais pas. 1 heure max. Et on va donc faire un petit peu le tour des pays. Ça va me permettre aussi de parler de choses que je n'ai pas le temps, sur lesquelles je n'ai pas le temps forcément d'écrire sur Lucarne Opposée. Donc comme ça permet d'avoir l'ensemble des informations ou des choses intéressantes qui se passent sur le continent. Comment va se passer à peu près l'émission? Elle va être divisée en deux grosses parties. La première partie, on va focaliser sur 4-5 news de la semaine, des éléments à retenir, des éléments marquants, ou pas d'ailleurs, hein, on verra, hein, tout est relatif dans la notion d'éléments marquants, bien sûr, tout est subjectif aussi dans cette histoire. Et ensuite, dans un deuxième temps, il y aura un dossier. Alors parfois, il y en aura peut-être deux, là ce soir, il n'y en aura qu'un. Aujourd'hui, ce dossier, ça sera consacré à cette fameuse annonce qu'il y a eu sur je ne sais pas trop comment vous le présenter, l'arrivée d'Israël sur la CONMEBOL. En tout cas, vous allez voir, ils ont entretenu un petit peu le doute là-dessus dans leurs annonces. On en parlera tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Et ensuite, je le disais, il y aura les Golasso Hello, thématisés Amérique. Et il y aura, on terminera en se donnant les rendez-vous de la semaine, et notamment les rendez-vous de la semaine sur ces chaînes, sur la chaîne Twitch ou sur la plateforme verte, sur Kik, pour les lives. Voilà, j'espère que vous êtes confortablement installés. Je le disais, je suis ravi de vous retrouver. On va y aller, on va pas perdre plus de temps que cela dans une introduction qui n'en finirait plus. C'est donc parti, on va commencer donc, je le disais, par les news de la semaine. Et pour les news, on va forcément commencer par ce qui fâche votre interlocuteur. Votre serviteur, dirais-je. On va commencer par le moment caliente de la semaine. Forcément, ça s'est passé hier soir. C'était le Super Classico en Argentine. Ce Super Classico qui a été remporté par Boca. C'était pour les quarts de finale de la Copa de la Liga professionnelle. Donc qui est un coup une coupe, un coup un championnat. Choisissez un petit peu ce que vous préférez. C'est redevenu un championnat. Donc voilà. Bref, c'était le grand rendez-vous entre River qui avait gagné sa zone face à Boca qui a fini 4e de la sienne. On l'avait senti venir, il est arrivé. Mine de rien, on va pas trop forcément beaucoup parler de ce qui s'est passé sur le terrain, quoique vous allez voir. Il a été remporté, pour ceux qui n'étaient pas là hier ou qui n'ont pas suivi, il a été remporté par Boca face à River 3-2. Voilà. Dans le jeu, finalement, je le disais, pas forcément grand-chose à signaler de très notable dans le jeu des deux équipes. Chacune avait son plan parfaitement défini. Boca a finalement bien contrôlé et on a eu finalement un match plutôt agréable, mine de rien, à suivre, dans une belle ambiance où il y avait les deux supporters, puisque l'on était au Kempes, je le disais. Donc il y avait les supporters de deux équipes, l'ambiance était plutôt bonne, il y avait eu des contrôles de police avant, il y avait eu des arrestations et des séquestrations, on va dire, d'alcool, etc. Bref, c'était un match plutôt agréable à suivre, ce qui est quand même à noter, parce que généralement on insiste souvent sur le fait que les Super Classico, c'est pas forcément la fête du foot. Là vraiment, on a eu tout ce qu'il fallait pour kiffer, et on a kiffé, sauf si on est supporter de River, forcément, où on a eu plutôt envie d'insulter certaines mamans, notamment de celui qui a un beau costard.
tard, mais bon, voilà. Pour répondre à ta question, WattRT, le format du championnat n'a pas changé. En fait, il est divisé en deux parties sur une saison en Argentine. Il y a une partie qu'on va dire véritablement championnat, où tout le monde va s'affronter. Ça remplace un petit peu les tournois d'ouverture et du clôture, si ça te parle un petit peu. C'est-à-dire que normalement, les saisons en Amérique du Sud, très souvent, elles sont coupées en deux mini-tournois. Ouverture et clôture très souvent, à part au Brésil et à part au Chili, mais bon, on va pas rentrer dans les détails. J'essaye de se faire simple. Et en Argentine, en fait, ils ont trouvé un machin un petit peu plus rigolo. Le truc le plus rigolo, c'est qu'ils ont une première formule qui est une formule championnat, qui s'appelait jusqu'ici la Liga professionnelle, qui était le championnat, où tout le monde s'affronte et à la fin, bah, tu as ton classement, tu as le champion, etc. Et ils ont une autre formule qui s'appelle la Copa de la Liga, où chacun est réparti en deux, enfin les 28 équipes de première division sont réparties en deux zones de 14. Il y a 14 journées, puisqu'il y a une journée où ça se croise, qui est dite la journée des Classicos. Les 4 premiers de chaque zone s'affrontent en quart de finale. C'est ce que l'on avait hier, et se qualifient donc pour les demi-finales et la finale. Donc il y a une formule play-off. Donc voilà. Il s'est passé que, pour aller un petit peu plus loin dans l'histoire, la Copa de la Liga, généralement, c'est le deuxième semestre, c'est-à-dire au moment où les gros en ont plus grand-chose à faire. Vraiment, pour le coup. Et là, comme ils se sont aperçus que les plus gros n'en avaient plus grand-chose à faire parce que les accessites continentaux, ils les avaient quasiment déjà tous, ils ont décidé de commencer par ça cette saison. Ça change pas grand-chose. Mais bon, bref, voilà. Donc oui, il y a 2 champions par saison en Argentine. Il y a un trophée. Alors ils ont créé des trophées. Il y a une sorte de super coupe entre le vainqueur de la version championnat face au vainqueur de la Coupe d'Argentine. Il y a le tournoi des champions entre le vainqueur de la Copa de la Liga et le championnat. Enfin voilà, tu vois, ils ont découvert. Ça leur permet de faire plein de titres. Les 2 championnats ont de la valeur, on va dire. Enfin, c'est très compliqué, on va dire, la notion de valeur WattRT pour te répondre. Parce que les grosses équipes, généralement, celles qui sont dans les compétitions continentales, elles ont tendance un petit peu à faire tourner quand elles jouent la Libertadores ou la Sudamericana. Donc les matchs qui précèdent, elles ont tendance un petit peu à les gérer. Ça a été par exemple le cas de River, hein, ou même pas que, hein, beaucoup d'autres. Racing a fait pareil. Voilà, Estudiantes jouait son quart de finale contre Barracas. C'était pas l'équipe type qui jouait parce qu'ils jouent en Libertadores contre Grêmio demain, tu vois. Donc bon, voilà. Disons que ce qui donne de la valeur maintenant aux choses, c'est ce qui rapporte, et le championnat rapporte pas assez d'argent, on va pas mentir non plus, mais les deux ont à peu près localement ont la même valeur, ça reste des titres nationaux. J'en profite pour saluer ma foi, pour saluer le retour. Savez-vous pourquoi Ezequiel Barco ne joue plus? Non, mais si tu veux, je peux te passer le 06 de Michelis. Non, je l'ai pas, mais mais voilà, non, ça fait partie des choix de Michelis. Il y a beaucoup de choix discutables, mais voilà. Et il y a beaucoup de choses qui vont être discutées justement après ce match d'hier, après ce Super Classico, je le dis, donc remporté par Boca, qui va filer en demi-finale et qui jouera à Estudiantes d'ailleurs, pour être le plus complet possible. L'autre demi-finale opposera Argentinos à Vélez, ça sera à la fin de la semaine. Ces rendez-vous-là, mais il y a eu quand même les petites polémiques. Il y a forcément toujours des polémiques dans un Super Classico, même si là elles n'étaient pas forcément au niveau de l'intensité, des fautes, des choses comme ça, même si il y a peut-être quelques cartons qui auraient pu être revus au VAR, que ça soit d'un côté comme de l'autre. Mais il y a eu forcément la grosse polémique qui est assez amusante et à peu près la même que vous avez eu si vous avez regardé le Classico espagnol, c'est-à-dire ce fameux but qui est rentré ou pas. Là, ça concerne River et ça permettait à River à ce moment-là de mener 2-1. Et il se trouve que River prend le but de Boca, le but de Cavani arrive 5 ou 6 minutes plus tard, après cette action, et ça pourrait avoir aussi un petit peu assommé River. Alors là où c'est intéressant, c'est que donc ça a fait se lever beaucoup d'interrogations, puisque, comme en Espagne, il y a le VAR en Argentine, et comme en Espagne, il n'y a pas la goal line technology. Alors, en Espagne, ils ont diffusé aussi les audios et la vidéo des assistants VAR lors du Classico espagnol. Ouais, quasiment en même temps, Red, exactement. Ils ont diffusé les audios et la vidéo de ce fameux but, Lamine Yamal, il me semble, qui serait rentré ou pas, et on a bien vu qu'ils avaient aucun angle. L'Argentine a fait pareil. Alors je vais vous le faire voir et écouter. Voilà, je vais juste vous faire écouter le début. Ça va être en espagnol, mais vous n'avez pas forcément besoin de parler espagnol. Ensuite, je parlerai dessus, parce que c'est pas forcément, on n'a pas besoin d'écouter toute la séquence. Voilà les audios. Atrás, que se viene bien. Blanco. Limpio, cabeza. Blanco. Todo ok. Posible dentro fuera. Es Da gol, gol. es gol, dio gol. Dio gol, Bien. la saca de adentro. Dame la minicam. Dame la minicam. Dale. Oh, Dale.
un Dio poquito, gol, ¿eh? un cuadro antes, un cuadro antes. La saca de adentro, dijo. Uno más. Voilà, je peux parler par-dessus, ils vont Allez. continuer à parler, vous allez pouvoir les Hace entendre un zoom. petit peu en fond. Haceme zoom ahí. Euh, Más. Je peux baisser un petit peu leur audio même d'ailleurs maintenant, Ah, bien, parce bien. que ce qui était intéressant, c'était d'entendre leur embarras. Et on entend leur embarras, on entend le « oh ». Et voilà, ils sont vraiment dans l'embarras. Et il y a deux petits soucis sur cette action, parce que bon, forcément, ils vont chercher un angle, il va chercher la caméra qui permet de voir le mieux possible. Comme en Liga, ils ne vont pas la trouver, hein, le plan que vous avez à l'image, si vous êtes en train de réécouter l'émission sur des plateformes de podcast, passez sur YouTube pour voir les images. Ils ont cherché un autre angle, ils ne le trouvent pas, ils ne le trouveront pas. Il n'y aura absolument aucun autre angle qui permettra de définir si le ballon a véritablement franchi la ligne. Ce qui est intéressant tout de même dans l'histoire, je peux couper, ce qui est intéressant, c'est sur les clichés. Il y a eu un cliché qui est passé, voilà, qui est la caméra opposée, enfin l'angle opposé, on va dire, hein, la photo était prise de l'angle opposé. Toujours très difficile de conclure parce que forcément on n'est pas tout à fait sur la ligne, donc il y a le décalage. Ce qui est intéressant, c'est que vous entendez aussi l'arbitre assistant sur l'audio qui dit que la balle est passée. Regardez au deuxième plan où est l'arbitre assistant, il n'est pas à hauteur de la ligne. Donc comment peut-il conclure aussi? Voilà. Tout se joue, comme tu le dis, Nostromo a un mouchoir de poche. Il n'y a aucun angle qui permet de véritablement définir. Il y a eu plusieurs clichés qui ont été publiés. Voilà, vous voyez les différents clichés. Je vous laisse vous faire votre idée. C'est impossible de répondre. On aurait presque tendance à dire sur le cliché du bas de l'image que là, il y a vraiment but. Mais si on regarde les autres, c'est pas si évident que ça. Bref, tout ça pour dire que il n'y a pas la réponse, et ça soulève un problème qui est bien plus large, mais personne ne va essayer de soulever. En fait, personne ne peut savoir, c'est donc avantage défense. En fait, ils finissent par dire à la fin de la séquence que pour lui, l'arbitre, l'assistant VAR principal, finit par dire pour moi, elle n'est pas entrée. Et il appelle l'arbitre qui est sur le terrain pour lui dire elle n'est pas entrée. Voilà. Donc, il a donné son avis, il a pris sa position par rapport aux images qu'il avait. Il n'y a pas de goal line technologie. Tout ça pour dire qu'on est arrivé dans un espèce de football technologique avec l'appui et voilà, on nous a vendu le VAR indépendamment de ce que vous pensez du VAR, avec ou c'est bien, c'est pas bien, voilà, de son utilisation. Et on a enlevé la goal line technologie qui est la seule chose qui est entre guillemets la plus simple à mettre en place puisque c'est la seule qui répond blanc ou noir. Le ballon est passé, c'est réglé. Je sais que du côté de la Ligue espagnole, on nous a expliqué que c'était un coût de 4 millions d'euros par rencontre, il me semble, ou quelque chose comme ça. Et donc, voilà, pourquoi ils n'ont pas envoyé l'arbitre de champ voir la vidéo? C'est une très très bonne question. Ça, c'est la façon dont on gère le VAR, je n'en sais rien. Ça prouve la théorie que la théorie qu'un super classico sans polémique n'est pas un super classico, c'est pas faux. Bon, voilà. Le fait est que il y a ces technologies qui existent, on nous vend un football technologique et on s'aperçoit que voilà, il y a des coûts qui sont pas forcément supportables par différentes ligues, qui ne peuvent pas forcément les mettre en place, et ça crée donc des footballs à vitesse différente, des footballs différents. C'est un petit peu ce que redoutait à une époque Michel Platini quand il a longtemps milité pour interdire la technologie. On est en plein dedans. Je vais juste rappeler que le VAR en Argentine est arrivé assez tard parce que il y avait encore des stades qui n'avaient pas la fibre et donc on pouvait pas envoyer les images puisque le centre VAR en Argentine n'est pas à côté du stade, il est à Buenos Aires. Voilà, tout ça pour dire que on est donc dans ces footballs-là qui sont des footballs un petit peu à géométrie variable et on arrive sur des polémiques qui voilà, on ajoute des polémiques à la chose. Si vous écoutez bien ce que dit l'arbitre assistant pendant le match, si on n'avait pas de technologie, si on n'avait rien, il y aurait eu but de River, tout simplement, puisque l'arbitre assistant, au début de la séquence, dit but. Et d'ailleurs, la première étape pour les arbitres VAR, sur la première image, est de dire qu'il y a but, et après ils finissent par se dire non. Voilà, c'est la petite polémique, elle n'est pas énorme, je peux vous assurer que du côté de River, c'est plus du côté de Michelis qu'on va grogner que du côté de l'arbitrage, parce que pour le coup, l'arbitrage a quand même été bon, et le match a été bon, ce Super Classico, si vous ne l'avez pas vu, voilà, Boca s'est qualifié, Boca a gagné justement d'ailleurs, et finalement c'est aussi cela, ça fait un petit peu plaisir de voir justement de voir un Super Classico qui se passe assez normalement, avec forcément les chambrages à la fin du match, mais ça s'est passé normalement et on a eu un vrai bon match. Voilà pour le moment caliente, on va dire, du week-end et post-week-end. Je parlais à l'instant
Merci à Boboligno74 pour le follow. Je parlais à l'instant de technologie, de vidéo, de transmission. Alors, on va quitter l'Argentine et on va aller cette fois-ci en Équateur. En Équateur, alors je sais que j'en parle pas assez sur Lucarne opposé de l'Équateur, pourtant je suis ça. Être obligé de regarder le match sur Winamax Télé, c'est pas top la qualité, bémo match et belle intensité, nous dit Atomique du 64. Alors, il y a des moyens légaux de regarder la Ligue argentine, c'est payant, mais c'est légal et tu peux le faire et tu l'auras en très bonne qualité. Tu pourras même le regarder sur ta télé si tu as une télé connectée. Ça s'appelle Fanatize, ça coûte 80 € à l'année. Je sais que c'est un coût, hein. Et puis je peux le dire librement parce que je préfère le rappeler quand même. C'est important de le rappeler à chaque fois. J'en ai déjà et j'en parle assez souvent. On n'est pas affilié, on gagne rien à vous vendre ça. C'est juste ce que l'on utilise. Tu peux passer par ça. Tu peux utiliser Fanatize. Tu as l'option avec ou sans commentateur, comme te le dit Biscuit, exactement. Et donc ça va te coûter 80 € à l'année. Tu vas pouvoir regarder les matchs tranquillement. Ouais, voilà. Et on avait fait une vidéo dans un 9-10, on en avait parlé des différents moyens de regarder les footballs de la planète Hello. Sur Fanatiz, tu vas aussi avoir d'autres championnats, et si tu arrives à voyager, si tu vois ce que je veux dire, en utilisant des VPN, tu vas avoir la Libertadores, la Sudamericana, l'Équateur, le Pérou, la Colombie, le Brésil. Donc tu n'as pas que l'Argentine, tu vas même avoir des championnats européens, et voilà, j'en dis pas plus. Mais tout ça pour dire que l'offre est quand même assez intéressante. Ça a un coût, mais si tu as 80 €, n'hésite pas et au moins tu pourras regarder les matchs de manière qualitative, on va dire, sans être sur des petits streams. Et tu pourras même les voir en replay si tu veux. Bref, on parle de diffusion justement, bah voilà, magnifique transition. La transition, c'est avec la Liga Pro équatorienne, parce que on est actuellement en plein conflit entre la Liga Pro, qui organise les championnats de première et de deuxième division équatorienne, et le diffuseur officiel Gol TV. Le président de la Liga Pro, Miguel Ángel Lor, a tweeté récemment pour expliquer que il y a un conflit qui oppose les deux et expliquer la teneur de ce conflit. Le conflit qui oppose les deux, vous vous en doutez forcément, c'est un souci de paiement des droits. Il y a des défauts de paiement, voire on va dire plutôt des retards de paiement par le diffuseur. Et ce qui a comme conséquence que Gol TV, c'est la rumeur du moment, c'est la tendance, même plus que la rumeur, a de grandes chances de perdre la diffusion des matchs du championnat équatorien, division 1 et division 2 incluses. Et le président, Miguel Ángel Lor, le président de la Liga Pro, donc l'équivalent équatorien de la LFP, si vous voulez, a annoncé que début mai, c'est-à-dire dans une quinzaine de jours grand max, une proposition top sera faite au club de première et de deuxième division vis-à-vis de la diffusion des matchs équatoriens. Alors, quelle pourrait être cette proposition? On commence un petit peu à en parler. Ça rappelle étrangement Mediapro. J'ai rien dit. Oui, c'est vrai. Il y a des histoires similaires au Mexique avec Fox Sports qui s'est fâché avec Santos Laguna, entre autres. Voilà. Alors, justement, il y a des problèmes, il y a des soucis. On va quand même contextualiser aussi, les droits télé sont aussi très importants et encore plus importants en Amérique du Sud. Si l'Argentine a aussi beaucoup de mal, indépendamment du fait qu'elle a 28 clubs, c'est que les droits télé argentins sont ridicules. Si vous devez comparer par exemple aux droits télé du Brésil. Donc les clubs sont plus puissants parce que les droits télé sont importants, entre autres. Voilà. Les entrées au stade ne permettent pas de financer grand-chose, on ne va pas se mentir. C'est aussi forcément le cas en Équateur et donc il y a des défauts de paiement. Bref, donc il y a une solution qui devrait arriver. Et la tendance, c'est que la Liga Pro pourrait se rapprocher d'un canal qui s'appelle Marca 90. Marca 90, c'est tout simplement une chaîne YouTube et est basée en Équateur. Je vais vous montrer des images, voilà, qui diffuse tous les jours et qui diffuse des programmes sur le football équatorien avec des émissions en plateau, qui a son succès, qui fonctionne très très bien. Et cette collaboration entre la Liga Pro et Marca 90 pourrait donc entraîner les deux à créer un nouvel outil, une nouvelle chaîne. Et les clubs négocieraient directement avec Marca 90 et non pas la Ligue. Chaque club pourrait négocier, c'est la tendance, c'est la valeur de ses droits télé. Et donc, il y aurait diffusion du championnat des deux, et ça serait aussi lié avec l'introduction du VAR sur l'implémentation du VAR à l'ensemble des rencontres du championnat équatorien. Il se dit
aussi que des négociations sont en cours avec certains câbles opérateurs, avec des plateformes OTT internationales, et aussi, et surtout, vous voyez où je veux en venir en parlant de diffusion, quand je vous parle de Marca 90 et que j'insiste sur le fait que c'est une chaîne YouTube, une des rumeurs serait que le championnat serait donc disponible sur YouTube. On aura la réponse d'ici quelques semaines. J'en profite pour rappeler que le football équatorien est probablement le football... le football, le montant, est clairement le football montant de la zone. Sur les chaînes Hello, peut-être, c'est une surprise. Écoute, voilà, t'as tout deviné. J'aimerais bien, mais écoute, pour l'instant, voilà. C'est pas quelque chose qui se fait au Brésil. Je suis sûr d'avoir vu des matchs diffusés sur des chaînes YouTube. Il me semble que Flamengo l'a fait à une époque, Biscuit, et il me semble que les championnats d'État, certains passaient sur YouTube aussi. Donc voilà, mais en tout cas... Il y a cette possibilité d'un rapprochement entre Liga Pro et Marca 90. Il y a cette possibilité peut-être que le football équatorien serait disponible sur YouTube. Est-ce que ça serait tous les matchs? Est-ce que ça serait un match? Le fait est que Marca 90 est véritablement installé. A un autre avantage, c'est qu'il est basé en Équateur. Ils sont en Équateur, avec des journalistes équatoriens qui sont des journalistes connus du paysage équatorien. Donc il y a tout ce qu'il faut, des gens qui ont déjà commenté. Ils ont la capacité à produire ces matchs-là. Donc on verra. Réponse d'ici, on va dire début mai, hein, donc il n'y a pas de date. On va suivre ça avec attention. J'en parlerai forcément dans une future émission. On va suivre ça avec attention, mais c'est vrai que si ça pouvait nous faire débarquer l'Équateur de manière gratuite, bah écoutez, pourquoi pas? Parce que c'est vraiment un des championnats à suivre. Je le rappelle, que ça soit la LDU ou Independiente del Valle, ils ont gagné 3 Copa Sudamericana depuis 2019. Voilà, ça vous donne une idée de la valeur de ce championnat-là. On parlait de droit télé, je parlais il y a un instant de la puissance du Brésil. On va y aller justement au Brésil pour continuer dans les news. Ça sera l'avant-dernière news, puisque c'est en train de se passer actuellement, là, en ce moment. On va parler de John Textor, qui fait encore parler de lui ce lundi. Non pas parce qu'il s'est pété le coude en faisant du skate avec ses enfants, et qu'il s'est fait opérer, non, parce qu'aujourd'hui, John Textor est en train de passer, au moment de l'émission, ça a commencé à 15h heure du Brésil, donc je crois que ça fait 21h chez nous, ou 20h ou 21h chez nous, il passe devant une commission d'enquête parlementaire, où il est entendu comme témoin, voilà, pour apporter son témoignage et apporter ses éléments concernant la manipulation des matchs et l'influence des paris sportifs dans le football brésilien. Je rappelle que ces derniers mois, John Textor n'a cessé de parler de manipulation des matchs, n'a cessé de pester contre la corruption qui faisait qu'il y avait de plus en plus de matchs arrangés en Serie A et Serie B. Il est passé par une entreprise, je crois que c'est une entreprise française qui justement essaye de suivre les rencontres, de suivre s'il peut y avoir des affaires un petit peu obscures sur les paris sportifs. Si vous avez le nom dans le chat, ça m'aidera parce que j'ai complètement oublié le nom de cette entreprise. Bref, il en a parlé en plus tout à l'heure dans son audition. J'ai écouté le début de son audition. Il a donc déclaré en début d'année qu'il avait des éléments qui montraient qu'il y avait toute une série de matchs qui avaient été truqués au Brésil en Serie A et en Série B, en première et en deuxième division, que certains forcément concernent Palmeiras, puisque voilà. Donc voilà, donc John Textor était et encore peut-être au moment où on est dans l'émission, c'est peut-être pas encore fini. C'est diffusé en direct et gratuitement sur YouTube, sur la chaîne du Sénat, TV Senado. Salut à Guillaume LCT. C'est diffusé donc en direct. Et le rapporteur de cette enquête l'avait annoncé aujourd'hui, n'est autre que Romario, tout simplement, qui était assez désinvolte, hein, d'ailleurs, dans sa façon de conduire les débats. Mais bon, bref, c'est Romario qui était le rapporteur de cette commission d'enquête, dont John Textor, je ne sais pas à l'heure où on parle si c'est terminé. Le fait est que cette commission d'enquête parlementaire va enquêter sur 109 matchs disputés en 2023 au Brésil et qui sont soupçonnés d'avoir été manipulés pour justement favoriser les parieurs. Le président de la commission est un journaliste sportif. 11 sénateurs titulaires et 7 suppléants forment l'ensemble de cette commission qui va mener son enquête durant 180 jours, c'est-à-dire 6 mois. Et donc, vous pourrez suivre cela sur la chaîne TV Senado qui, pareil, aussi transmet tous les jours, hein, la chaîne du Sénat brésilien, transmet tous les jours. La punition, si c'est avéré, on n'en sait rien. On verra déjà
quelles seront les conséquences de ces auditions, si ça découle sur la présentation de preuves et d'éléments suffisamment marquants, et on verra s'il y a des sanctions qui sont prononcées, si jamais il y a des matchs truqués avérés. Forcément, là aussi, je vous en dirai plus dans les émissions à venir. On suivra ça avec attention. Déjà, on va attendre la fin du passage de John Textor dans les prochains, et pour débriefer un petit peu cela dans les prochains jours et voir s'il a justement apporté véritablement les preuves qu'il était censé apporter. Le Brésil, c'est la Bolivie, oui et non, parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a eu des histoires de matchs arrangés en Bolivie. On en avait parlé dans un 9-10 avec un lanceur d'alerte, entre guillemets, qui n'était rien d'autre que le président de la fédération bolivienne, sauf que ça n'a découlé pour l'instant sur rien du tout. Donc on verra si ça découlera là sur quelque chose. On va passer à la dernière news de la semaine. On va être sur un peu plus léger. On va être sur un peu plus léger. Je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer. Je pense que John Textor essaie de camoufler son propre échec à travers cette histoire de match truqué. On pourrait le penser, Nostromo. C'est pas tout à fait sûr parce que ce ne sont pas que des matchs qui concernent Botafogo. Ou directement ou indirectement, puisqu'il parle aussi de matchs de deuxième division. J'ai vraiment oublié le nom de cette entreprise française, c'est Goal quelque chose, qui justement analyse les contenus des matchs par rapport au mouvement sur les paris sportifs durant les matchs, avant les matchs ou durant les matchs, pour justement essayer de pointer s'il y a des soucis. Il s'est appuyé donc sur une entreprise extérieure pour essayer justement de voir les cas qui prêtaient à confusion ou en tout cas qui prêtaient à questionnement. Donc c'est pas forcément pour dire Botafogo a craqué l'année dernière, c'est à cause de la corruption. Non, c'est pas Sportsradar, c'est une entreprise française, je crois, et elle s'appelle Goal quelque chose, je crois. Il l'a dit tout à l'heure à la commission et j'ai complètement oublié de le noter. Mais voilà, bref, on suivra ça. Déjà, il avait annoncé qu'il avait des preuves, il avait annoncé il y a quelques semaines qu'il avait des preuves de matchs truqués. Je passerai le temps d'écouter un petit peu toute son audition qui était très longue, pour le coup, ça commençait à 21h et au moment où on a commencé l'émission, elle était toujours pas finie. Donc voilà, on suivra ça avec attention. Dernier élément, je le disais, on va aller au Mexique cette fois-ci. Pour aller un petit peu dans la légèreté, oui et non. La légèreté, s'il y a des aficionados de football mexicain, je pense que vous voyez vers quoi je vais aller. Je pense à Red, je vais aller vers Nahuel Guzman et la nouvelle Nahuelada. Nahuel Guzman qui est le portier de Tigres, le club d'André-Pierre Gignac, pour ceux qui ne savent pas. Nahuel Guzman est actuellement blessé. Il est écarté en raison d'une opération au genou droit. Gignac, super but d'ailleurs, exactement. Et bien justement, on va parler de tout ça. On va parler de Nahuel et de son laser. Le laser, c'est pas ce qui a permis de l'opérer au genou. Le laser, c'est parce que Nahuel Guzman donc est écarté des terrains, mais ça ne l'empêche pas d'être en tribune. Et il y avait le Clásico Regio. Le Clásico Regio, c'est le match qui oppose les Rayados de Monterrey aux Tigres, les deux équipes de Monterrey, les deux grands de la ville, qui s'affrontent, le Clásico Regio. Et il nous a fait quoi, notre cher Nahuel Guzman? Vous le voyez sur les images, vous le voyez peut-être bien ou pas bien, je ne sais pas, mais vous voyez un homme qui s'amuse avec un laser depuis les tribunes. Eh bien, c'est lui. Nahuel Guzman s'est juste amusé pendant le match à pointer le gardien des Rayados, Esteban Andrada, avec un laser pour le gêner tout le match. Forcément, il y a les images, vous les voyez, donc forcément, ça veut dire que notre cher Nahuel, il s'est fait gauler. Il s'est fait attraper par la patrouille et ça n'a fait rire absolument personne, surtout du côté de la Ligue. Et il a été donc... On attendait de savoir quelle était la sanction. On peut dire ce qu'on veut et je n'excuse pas sa connerie, mais si c'est Luis Malogan, il n'aurait pas pris aussi cher. Je suis pas sûr parce que je sais pas. Bon, c'est difficile à dire. Je vais pas bercer dans le complot avec l'América. Malagon est le gardien de l'América pour ceux qui ne savent pas. Le fait est que donc voilà, la sanction est tombée. Et Nahuel Guzman prend 11 matchs de suspension. Même les Argentins n'ont pas osé faire ça. Il est argentin, attention. Il va leur donner des idées. Il a pris 11 matchs de suspension, ce qui fait qu'on va... Bon, on était sûr à peu près de ne pas le revoir de sitôt. Là, si Tigres va jusqu'au bout du tournoi, joue une Leagues Cup et va assez loin, parce que normalement la sanction va s'appliquer aussi à la Leagues Cup, on pourrait le revoir, je crois, à la deuxième journée du prochain tournoi, au deuxième semestre donc. On verra, Nahuel Guzman a 38 ans, donc attention aussi à cela. Il a donc pris 11 matchs, il va devoir s'acquitter d'une sanction économique et il va aussi devoir accomplir des travaux d'intérêt généraux. Il a pris quand même assez cher.
Le club, comment a réagi le club à l'annonce de cette sanction? Eh bien, assez simple, et Nawel Dada 2.0, ouais, j'aime beaucoup. Je vais en parler, Biscuit, je vais en parler. Il y a eu un communiqué du club de Tigres qui a évidemment pris acte et accepté la sanction. Il n'y aura même pas d'appel de la part du club. Le club annonce aussi que Guzman va être sanctionné également par le club, par la charte interne du club, des sanctions économiques. Et le club annonce aussi que le joueur va participer à des programmes éducatifs qui sont organisés par la Fondation de Tigres et il va être aussi encadré par des entraîneurs, par un coach et des psychologues sportifs. Le joueur s'est forcément, évidemment, excusé depuis. Et sachez que donc la victime de ces lasers, Esteban Andrada, a réagi très violemment du côté des réseaux sociaux en utilisant des insultes qui sont classées désormais comme des insultes homophobes notamment, et il a donc pris une amende pour sa réaction sur les réseaux sociaux, notamment parce qu'on n'a pas le droit d'insulter un adversaire par réseaux sociaux interposés. Voilà, Guzman s'est excusé. Andrada a dit que si Guzman l'appelle pour s'excuser, voilà, ça se passera bien. Rien n'est malin dans l'histoire, on est d'accord, Nostromo. Sa retraite est toute trouvée, il sera écrivain. Oui, parce que c'est vrai, j'en ai parlé dans un live l'autre soir. Nawel Guzman a expliqué qu'il avait écrit une histoire parallèle dans laquelle Tigres remportait la Libertadores 2015 face à River. Il avait écrit donc une histoire, une sorte d'Uchronie, dans lequel justement River n'était pas champion, ne gagnait pas la Libertadores 2015, et face à la honte de perdre la première Libertadores face à un Mexicain, ça mettait tout de suite fin à l'ère Gallardo. Il n'y avait donc pas d'ère dorée de Muñeco Gallardo à River Plate. Il n'y avait ni ça, et donc partout ce qui allait en découdre, avec notamment les éclosions d'Enzo Fernandez, de Julián Álvarez, et que donc forcément, l'Argentine n'était pas championne du monde. Voilà, on attend beaucoup le livre de Nawel Guzman. Peut-être qu'il aura le temps de le finir avec ses 11 matchs. On va espérer qu'il ne va pas les écrire au laser. Mais voilà, tout ça pour dire, c'est un petit peu plus léger. C'est assez drôle, et en plus de ça, c'est un très mauvais pronostic. Ah non, mais c'est pas un pronostic, Nostromo. Il a écrit une uchronie en fait. Il a juste et si, voilà. Et si jamais Tigres avait battu River dans cette finale, et que se serait-il passé? Donc voilà, dans le principe, c'est assez rigolo. Ça peut être assez intéressant de voir jusqu'où il peut dérouler le fil. Mais bon, voilà, c'est Nawel Guzman, on en rigole quand même parce que c'est pas non plus bien grave, et puis parce qu'on a l'habitude, vous avez vu sur la vidéo, il y avait les Naweladas. Nawel Guzman est connu pour amuser un petit peu la galerie. Déjà, si Tigres avait gagné la Libertadores, je pense que des joueurs comme Pato Sanchez n'auraient jamais été des joueurs des Rayados. Après, voilà. Après, Biscuit, tu peux t'y mettre, tu peux aussi dérouler ce fil-là, réécrire l'histoire. Ça peut donner des choses assez intéressantes, mais c'est vrai que pour le coup, c'est assez rigolo d'imaginer ce qu'il peut avoir écrit. J'espère qu'il le publiera un jour et qu'il trouvera quelqu'un pour le publier. Écoute, on en reparlera si jamais à ce moment-là, il nous sort quelque chose sur le sujet. Voilà pour les news. On va passer à la rubrique suivante. On va passer au dossier de la semaine. Pour le dossier de la semaine, je vais être obligé, je suis obligé de poser des limites dès le départ, parce que on le sait tous, le sujet est forcément sensible, forcément épineux, forcément qui déclenche pas mal de réactions. Donc, je vais compter sur vous pour faire attention dans le chat. On va surtout, c'est l'avertissement que je veux placer. Que ça soit dans le chat ou que ça soit dans les commentaires, parce que la vidéo sera disponible sur YouTube. L'idée, ça va pas être ici d'exprimer quelconque opinion vis-à-vis du conflit, puisque forcément, vous l'avez vu, le titre du dossier, c'est Israël. On va parler d'Israël en CONMEBOL. Donc, on n'est pas là pour parler du conflit israélo-palestinien. C'est pas notre spécialité. Donc, on va laisser parler ceux qui savent. Il y a déjà beaucoup de gens qui savent rien et qui parlent beaucoup. Donc, autant laisser un peu plus de place pour ceux qui sont censés savoir. Déjà qu'ils en ont pas beaucoup, les pauvres. Nous, on va s'intéresser au point de vue footballistique. On va juste en profiter aussi pour parler un petit peu de football et d'Israël, et de la difficulté de positionner la sélection et le football israélien sur l'échiquier mondial. On le sait, il y a un contexte, on le connaît, le contexte, vous inquiétez pas, tout le monde le connaît, mais on va juste essayer de faire attention à ça. Donc c'est pareil, je mets un petit peu ces garde-fous. Faites attention quand même, voilà. Dans le chat, pas de débordement dans les commentaires sur YouTube, je compte sur vous, mais je connais la commu de Hello, je sais qu'elle est... elle sait faire la part des choses.
je le rappelle, nous, on peut pas, voilà, on n'est pas dans l'analyse géopolitique de la chose. Vous savez ce qu'on pense aussi, ce que je pense parfois de la géopolitique appliquée au foot. D'ailleurs, je vais en parler un petit peu dans ce dossier. Voilà, on va s'intéresser donc à cette comment dirais-je, à cette annonce qui est tombée la semaine dernière et qui est ce tweet de la Fédération israélienne de football, tweeté le 12 avril, ouais c'est ça, c'était il y a même 10 jours maintenant, et forcément qui a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, vous le voyez, plus d'1 million de vues, etc. Ce fameux tweet que je vais vous traduire parce qu'il est tweeté, il y a 3 blocs dans ce tweet. Si vous le voyez, si vous êtes sur YouTube, si vous nous écoutez juste sur les plateformes de podcast, voilà, il y a eu un tweet avec 3 blocs. Les 2 premiers sont absolument identiques, l'un est en espagnol, l'autre est en anglais. Le 3e est en hébreu et ne dit pas du tout la même chose. Et c'est là où ça devient intéressant. Alors, que dit ce tweet concrètement ? La Fédération israélienne de football exprime qu'elle est honorée de faire partie de la grande famille de la CONMEBOL. Et elle dit derrière, ensemble pour le bien du jeu et la fraternité. On va laisser la deuxième partie de côté parce que c'est elle qui peut aussi entraîner bien des réactions. Il y en a eu déjà beaucoup. La première partie, le honoré de faire partie de la grande famille de la CONMEBOL, est évidemment très entretient un certain flou. La troisième partie, je le disais, de ce tweet est en hébreu et explique que va un petit peu dans le détail, si vous voyez ce que je veux dire, de ce qui a été signé. Sur le tweet, il y a une vidéo et on voit ensuite Shino Moshe Suarez, qui est le président de la fédération israélienne, signer des accords avec Alejandro Dominguez, que vous voyez sur cette image au second plan. Dans la partie en hébreu du tweet, il est expliqué que la fédération de football et la CONMEBOL ont signé un accord de coopération historique et il y a la déclaration du président qui dit « J'espère vraiment que l'équipe nationale israélienne fera bientôt partie de l'un des grands tournois organisés par la CONMEBOL et peut-être la Copa América ». Voilà le contenu de l'annonce. Pour aller plus loin, alors c'est très difficile de savoir ce qu'il y a sur le site de la fédération israélienne parce qu'on est bloqué, on ne peut pas y aller, j'ai essayé d'y aller, on ne peut pas. Mais tu vas voir, on va essayer de débunker un petit peu cela, Guillaume, parce qu'il y a quand même un peu de tout qui a été dit derrière. Et on va essayer de faire un petit peu la part des choses. On a pris le temps de bien regarder, d'attendre aussi les réactions. Et on va commencer donc par les 2 premières parties de ce tweet qui sont la même en fait, une seule et même partie, avec ce fameux honoré de rejoindre la grande famille de la CONMEBOL. Parce que pour l'instant, et je dis bien pour l'instant, il n'est pas question d'envisager qu'Israël puisse quitter l'UEFA pour la CONMEBOL, même si cette première partie de message peut le laisser entrevoir. Notez, non, je ne sais pas si c'est du cynisme ou quoi que ce soit, notez que le tweet de la fédération israélienne tag l'UEFA pour les photos, mais dans les faits, il n'en est rien. Pour l'instant, en tout cas, il n'en est rien. Premièrement, parce que, je le disais à l'instant, rien n'a été annoncé de manière officielle par les instances. Du côté de l'UEFA, rien. Du côté de la FIFA, rien. Et pire, du côté de la CONMEBOL, absolument aucune communication. L'instance sud-américaine n'a posté absolument aucune nouvelle à ce sujet, n'a absolument rien annoncé sur ses réseaux sociaux. J'en profite pour saluer Alessandro qui vient d'arriver. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a absolument aucune autre communication quant à cette information-là que ce tweet de la fédération israélienne, qui a depuis fait beaucoup parler. On a vu beaucoup de choses partir là-dedans. Et forcément, quand vous n'avez aucune communication officielle venant de la CONMEBOL ou des choses comme ça, vous allez où ? Vous allez voir Alejandro Dominguez. Bon, pas directement, sauf si vous le connaissez, mais il suffit juste de suivre son compte Twitter, puisque Alejandro Dominguez aime beaucoup se mettre en avant, aime beaucoup tweeter, aime beaucoup expliquer à quel point il est un homme absolument fantastique. On rappellera qu'il a dansé des pas de danse, qu'il a tweeté des pas de danse pour annoncer avant la FIFA qu'un match de Coupe du Monde se déroulerait en Uruguay et un en Argentine pour la Coupe du Monde 2030. Bref, du côté d'Alejandro Dominguez, rien. Aucune annonce, aucun partage même de photos. Vous avez une photo ici du président de la fédération israélienne aux côtés d'Alejandro Dominguez et avec l'accord de partenariat signé. Rien. Alejandro Dominguez, son dernier tweet, et c'est assez rigolo d'ailleurs, c'est pour ça que je vais le souligner, donc n'a rien
du tout partagé par rapport à l'annonce d'Israël, mais il a par exemple, ses dernières communications, c'est sa visite au Qatar et la signature d'un accord de collaboration avec le ministre des Sports du Qatar. C'est assez amusant quand on se souvient qu'en février dernier, 12 fédérations du Moyen-Orient, dont le Qatar, avaient appelé Israël à être à l'exclusion d'Israël des compétitions sportives. Tout cela pour dire donc que jusqu'ici, rien d'officiel, pas d'annonce de transfert d'Israël vers l'Amérique du Sud. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais pour l'instant, il n'y a absolument rien d'annoncé, et même sur les plateformes médias de la CONMEBOL, etc., il n'y a eu aucune communication sur le sujet, ou en tout cas aucun autre détail sur le sujet. Au-delà de cette idée, se pose la question de savoir sur quels critères la CONMEBOL se base pour les invitations concernant les autres équipes. Le Qatar et le Japon ont probablement été invités sur des paramètres précis et mesurés par la CONMEBOL. Le Qatar, c'est tout simplement parce que c'est le sponsor de la compétition, hein, Nostromo. Donc, c'était le sponsor de la Copa América, donc il ne faut pas aller chercher plus loin. Et là, tu vois, par exemple, Alejandro Dominguez a tweeté et a montré qu'il avait signé un accord de collaboration et de développement avec le Qatar. Tu peux tout à fait envisager que le Qatar va bientôt revenir à la Copa América, ce qui peut être intéressant. Mais on va en parler dans un instant des conséquences et de la Copa América, en focalisant forcément sur Israël, mais tu vas voir. Bref, je le disais, donc pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, mais il est vrai que on va en profiter pour faire un petit peu de culture foot quand même, parce que on est sur lucarne opposée, on est toujours là pour faire un petit peu de culture foot. Sur le papier, en fait, c'est tout à fait possible, toutes ces choses-là. Tout est possible. Pourquoi c'est possible Alors attendez, je relis 2-3 messages. Pareil en Gold Cup avec les pubs Qatar Airways, bien sûr. Au-delà des relations politiques très tendues entre Israël et plusieurs pays d'âme sud, notamment la Colombie, le Venezuela et même un degré moins le Brésil, la CONMEBOL va avoir du mal à assumer ce partenariat. Je vais en parler dans un instant de cela, Alessandro. Je ne vais pas parler de la Colombie, du Venezuela et même un petit peu le Brésil, parce que voilà, on est d'accord. Je vais focaliser sur le Chili où c'est encore plus brutal, tu vas voir. Donc voilà, je vais aller plus ma joie pour me comprendre. Mais non, tu vas voir. On va s'installer. On va faire un petit peu de culture foot et on va voir pourquoi sur le papier, dans l'absolu, c'est pas impossible. Pourquoi c'est pas impossible? Parce qu'on va rappeler qu'à la création de l'État d'Israël en 48, il y a la fédération israélienne qui est créée en même temps et qui prend la place, prenez le mot que vous voulez. Ne mettez aucune connotation à tout ce que je dis, ne mettez aucune couleur politique à tout ce que je dis, on n'est pas là pour ça, on parle de football, qui prend la place de la Palestine mandataire. Bref, cette fédération de football, elle est placée dans la Confédération asiatique, créée la même année, et dont elle est donc l'un des membres fondateurs. Donc, gardez bien à l'esprit qu'Israël est l'un des membres fondateurs de la Confédération asiatique de football. Et très rapidement, ça a posé des soucis dans sa zone. Hein. Forcément, il y a eu plusieurs problèmes sur différentes campagnes de qualification pour les Coupes du Monde, pour celle de 50, celle de 54, et le paroxysme, c'est 58, puisque en 58, absolument personne ne veut jouer contre Israël dans la Confédération asiatique, et ça va contraindre la FIFA à faire jouer un match de barrage au dernier moment entre Israël et le Pays de Galles, parce que sinon, Israël se retrouvait qualifié pour la Coupe du Monde sans avoir joué le moindre match d'éliminatoire. Israël a perdu ce barrage face au Pays de Galles, 2 fois 2-0, et on commençait à pressentir qu'on était sur la fin, hein, déjà dès 58, que ça allait pas pouvoir durer cette histoire d'Israël en Confédération asiatique. On va quand même rappeler, je le disais, que c'est un membre fondateur, qu'Israël est l'une des équipes phares des premières Coupes d'Asie, et en 1964, Israël remporte la Coupe d'Asie, donc l'un des trophées de la sélection israélienne est une Coupe d'Asie qu'elle remporte face à la Corée du Sud en 1964, Corée du Sud qui avait gagné les 2 premières éditions 56 et 60. Petite parenthèse, ce sont les seuls titres Coupe d'Asie de la Corée du Sud. Et là, on sent que ça va être compliqué, que c'est la fin, en fait, concrètement. Et à partir des années 60, Israël va commencer à être baladé un petit peu partout. Je vais vous donner quelques exemples comme ça, parce que vous allez voir, c'est assez fou. En 1962, pour la Coupe du Monde 1962, joli le maillot, il est très très chouette le maillot, mais les maillots, c'est les maillots vintage aussi. Je le disais, Israël va être baladé entre les confédérations. Pour la Coupe du Monde 1962, par exemple, elle se retrouve dans un groupe d'éliminatoires qu'elle partage avec Chypre, l'Éthiopie et l'Italie. En fait, c'est des matchs à élimination directe, premier tour, deuxième tour, etc. Tu vois, voilà, elle est éliminée par l'Italie, pardon. En 1966, Israël est carrément dans un groupe européen. Elle est en Europe, alors qu'elle n'est encore membre de l'AFC. Elle est en Europe puisqu'elle se retrouve dans un groupe avec la Belgique et la Bulgarie. Israël perd absolument tous ses matchs. En 1970, pour la Coupe du Monde 1970, elle se retrouve dans un
mélange entre l'AFC et l'OFC. OFC, c'est Océanie, gardez bien en tête, parce que vous commencez à comprendre qu'on va un petit peu partout. Elle est dans un groupe, le groupe 2, dans lequel elle est censée affronter la Corée du Nord, qui finalement déclare forfait parce qu'elle ne veut pas jouer contre Israël, puis la Nouvelle-Zélande. Et Israël bat 2 fois la Nouvelle-Zélande, puis ensuite bat l'Australie, qui est aussi à l'époque un membre de l'Océanie, et fait alors sa première et unique participation à une phase finale de Coupe du Monde, la Coupe du Monde de 1970 donc. Elle est alors, donc, voilà, elle est dans cette espèce de mix AFC-OFC. Même chose en 74 et en 78. En 82, elle se retrouve en UEFA, puisqu'elle est dans un groupe avec l'Écosse, l'Irlande du Nord, la Suède et le Portugal. En 86 et 90, elle se retrouve en Océanie, purement en Océanie. Donc on se retrouve sur une sélection qui, à partir de 92, rejoint définitivement l'UEFA. Et on se retrouve donc avec une sélection, mine de rien, membre fondateur de la Confédération asiatique, qualifié pour une Coupe du Monde et ensuite participant à des qualifications pour la Coupe du Monde avec les représentants océaniens et qui finit par être désormais européen. Elle a déjà fait 3 confédérations, donc sur le papier, elle pourrait très bien en faire une 4e. Sélection à la carte platinum de toutes les compagnies aériennes, c'est clair. La Poel Tel Aviv a même été la première équipe à la rafler la C1 asiatique de mémoire. Oui, c'est possible. Bref, voilà, tout ça pour dire que c'est une sélection qui a l'habitude d'être un petit peu baladée partout. Alors, on va quand même on va appuyer sur le frein. De là à penser que la sélection va rejoindre l'Amérique du Sud, pour l'instant, non, c'est pure fantaisie. De là à envisager que les équipes israéliennes puissent affronter les équipes, et là je parle des clubs, les équipes de clubs d'Amérique du Sud. Voilà, d'ailleurs, ça a permis, je ne sais pas si vous suivez ce compte Twitter, je vais vous montrer parce que c'est quand même assez drôle, je vais faire une petite parenthèse rigolote là-dessus, parce que forcément, beaucoup de gens ont interprété cela comme quoi Israël allait quitter l'UEFA pour rejoindre la CONMEBOL et que donc forcément les clubs israéliens allaient jouer Libertadores et Sudamericana. Donc certains ont commencé à imaginer Palestino qui joue les clubs israéliens. Voilà, j'ai trouvé ce compte, je vous invite à le suivre si vous êtes sur Twitter, qui s'appelle Out of Context Libertadores, qui est très très drôle. Pareil, si vous nous écoutez sur les plateformes de podcast, passez sur YouTube, vous verrez les images, vous comprendrez pourquoi c'est drôle. C'est du second degré, on en rigole. Voilà, les images sont assez rigolotes. Donc voilà, tout ça pour l'instant, c'est juste pure fantaisie. C'est pas dans l'air du temps. La seule chose que l'on peut dire véritablement, c'est que oui, effectivement, le président de la fédération, Chino Moshe Suarez, et son directeur général, Niv Goldstein, étaient invités au congrès de la CONMEBOL à Asunción, au Paraguay. Ils ont tenu des réunions avec les représentants de toutes les associations membres de la confédération. En parcourant quelques médias israéliens, on a appris qu'il s'agissait avant tout d'un accord de coopération qui concernera le développement, l'entraînement, l'arbitrage, le football féminin ou encore le football de jeunes. Donc voilà, je le disais, il n'est pas question d'envisager affronter vivement le match Bétar contre Palestino, comme je disais c'est ça, comme tu disais sur Discord. Non mais c'est ça. Donc pour l'instant, il n'en est pas question. Pour l'instant, on en rigole de cela. Par contre, attention, il y a cette possibilité, évidemment, qu'Israël puisse disputer la Copa América. Alors pareil, on va débunker aussi un petit peu de ce côté-là. Il n'est pas question de voir Israël à la Copa América 2024, puisque c'est fait, les groupes sont faits, les qualifiés sont connus, donc il n'y aura pas d'Israël à la Copa América 2024. La question qui va se poser sera 2028, qui sera normalement organisée en Équateur. C'est pas sûr encore à 100%. Enfin, normalement, c'est Équateur, mais on ne sait jamais comment les choses peuvent évoluer. La situation est très compliquée en Équateur, elle est toujours très compliquée en Équateur. Ça nous amène donc en 2028, et revoyez bien, en remontant un petit peu, le tweet d'Alejandro Dominguez qui entretient des relations plus fortes avec le Qatar. Imaginez que les deux invités de 2028 soient Qatar et Israël. Ça serait quand même assez rigolo, mais le fait est que, et vous le savez si vous êtes des habitués de football latino-américain, parce que là pour le coup on peut dire latino-américain, voire même américain avec ce que devient la Copa América dans certaines situations, la CONMEBOL a l'habitude d'inviter des nations hors CONMEBOL. Elle l'a fait avec le Mexique, le Costa Rica, les États-Unis, avec les nations du Nord, la Jamaïque, les nations du Nord de la CONCACAF. Elle l'a fait aussi, on le disait, avec le Qatar et le Japon en 2019. Ça n'est pas totalement à exclure. Et 2028, c'est quand même très loin, très 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 loin. Et tout cela pourrait ne déboucher donc sur rien du tout. Avec les instances du foot, je préfère rester sur mes gardes. Ils sont capables de tout. On est d'accord. Est-ce qu'une éventuelle invitation de la CONMEBOL vis-à-vis d'Israël peut donner une visibilité au football israélien? C'est une très bonne question, ça Nostromo. Et justement, c'est magnifique. Je crois que tu as lu mon conducteur. C'est fantastique. C'est clairement un petit peu vers quoi on peut aller sur cette partie-là. Parce que c'est aussi de cela qu'il est question dans cette histoire.
c'est comment la fédération israélienne peut continuer à donner de la visibilité à son football, comment développer son football, indépendamment du contexte. Mais voilà, elle a réussi ce buzz. Je ne sais pas si c'était voulu de faire un buzz avec une annonce qui est entretient un petit peu le flou, mais attention quand même, parce que le prochain congrès de la FIFA, pareil, en mai prochain, qui a lieu à Bangkok, les dirigeants israéliens ont prévu, qui étaient présents à Asunción au congrès, n'étaient pas seuls. Ils étaient aussi avec Gianni Infantino, qui était invité au congrès de la CONMEBOL. Ils l'ont rencontré et il lui aurait, d'après certains médias, demandé à ce que la question de la place du football israélien soit évoquée et essaye de voir comment la FIFA peut justement aider la fédération israélienne à gagner une place, à gagner une visibilité. Et il est vrai, dans un contexte où les footballeurs israéliens et le football israélien va de nouveau avoir beaucoup de mal à se trouver des adversaires. Mais justement, cette histoire de visibilité, voilà, cet aspect un petit peu géopolitique du football, vous savez ce que l'on en pense ici. Surtout qu'on a lu un petit peu beaucoup de choses, on a vu des réactions, on a lu des choses qui ne sont pas forcément vraies. Parce qu'on a vu, par exemple, qu'on nous a dit que c'était plus simple pour Israël d'aller en Amérique du Sud, où la question du conflit israélo-palestinien n'était pas aussi centrale. Alors, détrompez-vous, ça a été évoqué un petit peu par Alessandro dans le chat, quand il parlait de la Colombie, du Venezuela et à degré moindre le Brésil. Dans certains pays avec un gouvernement de gauche aussi, c'est un petit peu plus compliqué. Faire venir Israël en Amérique du Sud n'est pas aussi simple, et je vais même dire, c'est même tout le contraire. Les réactions, il y en a eu depuis cette annonce par la fédération. Elles ont été relayées par des médias sud-américains. Il y a eu énormément de réactions sur les réseaux sociaux, avec beaucoup de messages forcément anti-Israël, qui s'opposent à cet accord. Il y a des hashtags du genre CONMEBOL sin Israël, ça veut dire la CONMEBOL sans Israël. Tout ça pour dire que, je ne vais pas vous lister les trucs parce que c'est pareil, dans les réactions, il y a des choses qui ne sont pas forcément faciles à montrer ou des choses comme ça, ou montrables, ou voilà. En tout cas, il y a eu une véritable levée de bouclier. On ne va pas aller sur ce chemin parce que voilà, on trouve un petit peu tout. Et il y a eu des réponses politiques surtout. C'est là où ça devient plus intéressant pour aussi montrer à quel point ça ne sera pas aussi simple que ça pour se trouver une place pour Israël si jamais on veut les envoyer là-bas. Les tweets anti-Israël apparemment viennent d'Argentine, source le Maténorme, ils viennent d'un peu partout et on va parler, nous, des réponses politiques. Et on va s'intéresser à un pays en particulier. Et si vous êtes des habitués du football sud-américain et si vous êtes des habitués de lucarne opposée, vous imaginez de quel pays il s'agit. Il s'agit du Chili. Oulala, elle est touchée, la question. Dans tous les pays, il y a aussi bien une communauté juive qu'une communauté d'origine palestinienne ou libanaise. Voilà, exactement, Alessandro, c'est exactement ça. Les communautés israéliennes et les communautés d'origine palestinienne ou libanaise, ou on va dire issues de feu l'Empire ottoman, puisque c'est de cela qu'il est question, sont extrêmement nombreuses, en particulier au Chili. Je vais vous montrer quelques réactions. Une réaction vous allez voir, elle est assez brutale. C'est un tweet que je vous partage, qui est signé Marisela Santibáñez, qui est députée communiste chilienne, et qui s'est fendue du tweet suivant que je vais vous traduire si vous ne parlez pas l'espagnol. En tant que membre de la commission des sports, je ne peux ignorer les implications éthiques de la récente signature entre la CONMEBOL et Israël pour une coopération dans le domaine du football qui pourrait permettre à l'équipe israélienne de participer à la Copa América. Le sport devrait être un pont pour la paix et la justice et non une approbation d'actions que beaucoup d'entre nous considèrent comme des contraires aux droits de l'homme. Je pense que l'initiative de la CONMEBOL pourrait normaliser le siège et le génocide alors que la situation en Palestine exige au contraire des actions concrètes pour mettre fin à la guerre. Fin de citation. L'image, comme tu le dis, Guillaume, se suffit d'elle-même. La CONMEBOL complice d'un génocide, elle accuse la CONMEBOL d'être complice d'un génocide. Il y a donc des réponses très très fortes au Chili. Pourquoi il y a des réponses très très fortes, notamment au Chili? Il y a eu une autre, avant de vous dire pourquoi, il y a eu aussi, politiquement parlant, une autre réaction par rapport à la situation du conflit israélo-palestinien et qui n'a rien à voir avec le football pour le coup, et qui est une réaction politique du gouvernement chilien de Gabriel Boric. Le gouvernement chilien a tout simplement exclu toutes les entreprises israéliennes de la FIDAE. La FIDAE, c'est une foire, la Foire internationale de l'air et de l'espace. En gros, c'est le principal salon de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité qui est organisé en Amérique latine. C'est un des plus grands au monde. Et donc, toutes les entreprises israéliennes en ont été exclues, justement, par rapport en raison du conflit. C'est pas à cause, c'est en raison du conflit.
Nombreux députés de divers partis politiques avaient salué cette annonce. Nul doute que, il y en a beaucoup ont réagi aussi à la réponse de la CONMEBOL. Alors pourquoi c'est aussi important la réplique du côté du Chili? On va rappeler, et ça a été évoqué un petit peu dans le chat, pourquoi? Parce qu'au Chili, la communauté palestinienne est tout simplement la plus importante au monde, en dehors du monde arabe. Je vous renvoie vers l'histoire du club Deportivo Palestino, de Palestino tout simplement. Et on a évoqué en rigolant Palestino, mais Palestino est le porte-étendard de la Palestine, de la cause palestinienne, du territoire palestinien. On se souvient de toutes les polémiques entre guillemets qui avaient été générées par le maillot avec le numéro 1 qui reprenait les territoires palestiniens d'avant 48. Voilà, Palestino est donc le représentant de cette communauté palestinienne qui est la plus importante au monde, je le rappelle, en dehors du monde arabe. Elle est au Chili. Je vous renvoie aussi vers l'article de Boris, justement, Alessandro en parlait un petit peu sur les Turcos, ces descendants des migrants venus de l'Empire ottoman, pour bien comprendre tout cela, parce qu'ils sont arrivés au Chili, mais pas que, dans plein de pays sud-américains. Et donc, attention à l'heure d'analyser un petit peu la potentielle arrivée d'Israël en CONMEBOL, en Amérique du Sud. Ça ne sera pas plus simple qu'arriver en Europe ou plus simple qu'arriver en Asie, parce que le sujet, comme partout, est extrêmement clivant. Et non, l'Amérique du Sud n'accueillera pas à bras ouverts, comme ça a été lu, comme j'ai pu le lire ou l'entendre quelque part, au prétexte que ces pays-là sont en grande majorité chrétiens ou évangélistes, pour certains. Non, l'Amérique du Sud n'est pas insensible à ce qui se passe dans le conflit. Elle est même très engagée, avec des communautés qui sont très engagées. Tout est tout autant politisé que chez nous. Et ça vous permet aussi de mesurer à quel point cette affaire va pas être aussi simple que cela, et qu'on est quand même très 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 loin d'une potentielle arrivée d'Israël en CONMEBOL. On verra aussi ce que signifie cette notion de partenariat pour le développement. Ça peut sous-entendre que les équipes vont jouer des matchs amicaux, que les équipes de jeunes vont venir faire des stages, que certains joueurs vont venir faire des stages en Amérique du Sud, des choses comme ça, et éventuellement que la sélection israélienne participera à la Copa América. Rendez-vous en 2028 pour le savoir, c'est encore très très loin. Beaucoup de choses se seront passées d'ici là, mais donc attention à ne pas tirer, je le disais, de conclusions trop hâtives concernant la potentielle arrivée d'Israël. Ça va être plus compliqué que cela. Et si jamais il y a des levées de boucliers en CONMEBOL, est-ce qu'Israël serait capable d'aller toquer à la porte de la CONCACAF? C'est une bonne question. Je ne sais même pas si ça a été envisagé. Je ne sais pas. Très honnêtement, mais comme le dit Nostromo, ce genre de choses, c'est toujours très compliqué, surtout avec un contexte international très bouillant. Oui, il faut faire très attention. Il faut surtout aussi faire très attention à ce que l'on va dire dessus, dans la façon dont on l'analyse. Donc voilà, c'était vraiment aussi pour rappeler que c'est pas parce que c'est en Amérique du Sud que ça sera plus facile pour Israël. Bien au contraire, ça serait peut-être, je suis même pas sûr que ça serait plus facile en Amérique du Nord. Voilà, le conflit forcément divise partout, forcément, parce que il est pas simple et parce que on voit des horreurs dans ce conflit. Donc forcément, ça génère des réactions. Sachant qu'ils ont l'assurance en CONCACAF du soutien des USA et du Canada, par contre Cuba et ses alliés s'y opposeront. Oui, c'est ça va être le même problème. Après, c'est clair que le poids de Cuba et ses alliés va pas être très important dans la CONCACAF. Ça, on est d'accord, Alessandro. Peut-être que si les États-Unis faisaient un mouvement pour accepter Israël, voilà, mais les États-Unis doivent être de plus en plus prudents, parce que la population, il faut être de plus en plus prudent dans la façon de gérer le cas Israël. Mais bon, bref, voilà. Tout ça pour dire, sur ce dossier, refermer cette page de ce dossier. Il n'est pas question de voir Israël encore aujourd'hui arriver dans la zone CONMEBOL. Peut-être disputer une Copa América si Israël est invité en 2028. On va pas se mentir, on est en 2024. Le truc qui a été signé, tant qu'il n'y a pas signé, on invite officiellement Israël à la Copa América, il y a moyen que ça tombe dans l'oubli, cette histoire. Israël aurait intérêt au statu quo en UEFA? Oui, très clairement, très très clairement. Mais là, il y a cette question de la place, de comment continuer à faire exister son football dans le contexte actuel. Voilà, c'est une vraie question qui se pose pour la fédération. Inviter, c'est comme des wildcards de tennis? Non, en fait, inviter. Oui, bah après, pour expliquer, Guillaume, en fait, pour la Copa América concerne toutes les équipes de la CONMEBOL. Donc, elles sont 10. Donc, si tu veux mettre en place des groupes, si tu veux faire, par exemple, 3 groupes de 4, 10, tu fais 2 groupes de 5. Mais si tu veux faire 3 groupes de 4, il te manque 2 équipes. Donc, tu invites 2 équipes. Généralement, c'est les équipes du Nord.
Ça a été souvent Mexique, Costa Rica, il y a eu un peu Jamaïque, il y a eu États-Unis. En 2019, il y a eu Japon et Qatar. Mais voilà, le problème éternel de la Copa América de n'avoir que 10 nations. Oui, exactement. Après, tu peux faire comme le Sudamericano, hein, 2 groupes de 5 et un hexagonal final, hein, et puis t'es tranquille. Hein. Donc c'est pas vraiment des wildcards, mais tu vois, tu places une équipe dans chacun des 2 groupes. Voilà, mais le problème, ça peut être très drôle s'ils invitent Israël et le Qatar en 2028. Parce qu'alors ça, par contre, ils en sont capables. Ça, ils en sont capables. Format à 16 avec le top 6 de la CONCACAF est moins choquant. Ouais, même si faut renommer la Copa América dans ces cas-là. Voilà, on rappelle que la Copa América s'est appelée Copa América depuis le début, mais avait une dénomination officielle dans les débuts qui était Campeonato Sudamericano des footballs. Hein. Donc dans Sudamericano, je crois qu'il y a Sud. Mais oui, voilà, dans ces cas-là, c'est la Panaméricaine. Mais bon, bref. C'est un autre débat. Voilà, on n'y est pas encore. Rendez-vous en 2028. Et puis, on va suivre dans les mois à venir. On va suivre aussi le congrès de la FIFA de Bangkok, voir si la question israélienne est posée. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont venir la poser, à voir comment ces choses évoluent. On arrive bientôt au terme de cette première émission et on va conclure, et c'est comme cela qu'on conclura cette émission, avec les rendez-vous de la semaine et notamment sur LOTV. Et cette semaine, préparez-vous à une très très grosse semaine parce qu'il y a du très lourd cette semaine. On a pas mal de rendez-vous à vivre ensemble puisque Libertadores, Sudamericana et Conca Champions sont au menu de la semaine. On va ouvrir la semaine demain avec Estudiantes Grêmio et Atlético Mineiro Peñarol qui seront les 2 matchs fil rouge que l'on suivra. On viendra vers 23h50 à peu près. Le premier match est à minuit. Le deuxième, Atlético Mineiro Peñarol, c'est à 2h. Mercredi soir, on remet ça avec Botafogo Universitario. Et en parallèle, Libertad River et le match entre Columbus et les Rayados en Conca Champions. On terminera donc jeudi avec Cerro Porteño Fluminense qui rappellera de bons souvenirs aux amateurs de football paraguayens qui s'étaient bien fait voler par le VAR avec Fluminense. On en parlera à ce moment-là. Et Barcelona Sao Paulo pour les débuts de l'ancien coach de la LDU qui se rend donc en Équateur. On se donnera ensuite rendez-vous, comme d'habitude, dans la nuit de samedi à dimanche pour la soirée MLS, avec notamment le duel entre le Crew et Montréal. Wilfried Nancy face à Laurent Courtois, ça on kiffe. Voilà à peu près pour les rendez-vous de la semaine. Y aura-t-il d'autres déclinaisons de la lucarne américaine sur d'autres continents? J'ai très envie de faire la lucarne asiatique. Il faut que je vois avec mes spé asiatiques Nostromo s'ils sont disponibles et quand, à quel créneau. Ça sera très probablement, ça sera certainement pas, je pense, les soirs parce que Baptiste, par exemple, en Corée du Sud, est en Corée du Sud. Donc là, on est au milieu de la nuit chez lui. Donc ça sera peut-être plus en milieu de journée. Et sachez que je prépare autre chose en milieu de journée, probablement les vendredis. Ça sera peut-être pas cette semaine, mais peut-être la semaine prochaine pour le premier numéro. Suivez sur les réseaux sociaux, j'en parlerai. Il se peut qu'il y ait un autre concept qui arrive à ce moment-là pour les vendredis, genre vers 12h30. Bref, on en reparlera. On arrive au bout de cette première de lucarne américaine. Merci à ceux qui étaient présents dans le chat, aux habitués, aux petits nouveaux. Merci à vous tous d'avoir été là. Merci à ceux qui vont écouter cette émission en replay, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur les plateformes. N'hésitez pas à nous suivre sur toutes les plateformes, sur les réseaux sociaux, venir sur notre Discord. Il y a tous les liens qui sont disponibles dans la description, etc. etc. Vous connaissez le classique. N'hésitez pas à mettre des commentaires et des pouces aussi sur la rediff sur YouTube, c'est hyper important. Donc voilà, merci à vous tous. Très content d'avoir pu vous proposer cette première et ce nouveau concept. On se donnera le rendez-vous donc lundi prochain 22h pour le 2e épisode parce que ce sera 22h systématiquement et il y en aura bien d'autres. Merci à vous tous. Passez une bonne fin de journée et on se retrouve ce mardi soir pour la Libertadores. Salut tout le monde.